Bonjour Romain, votre sommelier conseil. Donc aujourd'hui, vous voyez, c'est idyllique, hein. On est à la Martinique avec Jérôme Madret qui est ambassadeur chez Dugat, qui va aujourd'hui nous expliquer la fabrication du rhum de A à Z, je dirais. Donc je te laisse te présenter et nous expliquer un petit peu tout ça. Bonjour à tous, donc effectivement je m'appelle Jérôme Madret, donc le brand ambassadeur rhum de chez Dugat. Donc aujourd'hui nous sommes en Martinique. Donc pour parler effectivement du rhum, aujourd'hui il y a deux catégories de rhum qui existent dans le monde. Il y a des rhums donc, en matière première à base de mélasse, qui est le dérivé de la fabrication du sucre, et il y a aussi les rhums à base de jus de canne. Donc comme nous sommes en Martinique, nous avons des rhums aujourd'hui agricoles, donc la matière première du pur jus de canne. Donc là, comment ça va se passer au niveau production de ce type de rhum, c'est que donc nous allons couper la canne donc une fois par an, donc plusieurs typicités de canne. Donc la coupe se fait soit à la main, soit en machine. La coupe à la main commence un peu à disparaître, c'est plutôt la machine qui est très utilisée. Donc cette canne arrive à la distillerie. Nous allons faire d'abord une analyse pour certaines distilleries du Brix, c'est-à-dire le taux de sucre, ainsi que du pH, l'acidité, pour avoir des cannes les plus fraîches possibles et avoir une très bonne qualité au niveau sucrosité. Et cette canne donc va être broyée dans des moulins de broyage, hein, tout simplement. Voilà, donc il y a 3-4 moulins selon les distilleries, avec une adjonction d'eau à partir du deuxième moulin de broyage toujours, pour extraire le maximum de sucre. Voilà, donc c'est comme ça que ça se passe. Donc vous avez en gros 5 mm d'espacement sur le premier moulin, 3 sur le dernier, avec 200 tonnes de pression par moulin. Ça se passe comme ça. Donc d'ailleurs j'ai remarqué, sans vouloir te couper, qu'ils sont obligés de rajouter de l'eau. Oui. Sinon on ne mettrait pas le jus, c'est très compliqué quoi. Exactement, puisque sur le premier moulin il va rester quand même un peu plus de 50% de sucre dans la canne, donc on est obligé d'en extraire le maximum. Donc au dernier moulin, en gros, il va rester allez, à peine 2-3% de sucre restant sur la bagasse donc finale. Ouais, c'est ça. Donc cette bagasse qui est le résidu du broyage est utilisée donc en deux façons aujourd'hui selon la politique des distilleries. Donc soit comme compost, donc on met ça dans les champs directement, soit comme combustible. Donc le combustible, ce qui permet donc de chauffer les fours pour permettre l'utilisation soit des moulins de broyage, donc ça dépend des distilleries aussi, et essentiellement donc les colonnes à distiller, voilà, et voire même l'électricité de distillerie, mais ça c'est un peu plus rare aujourd'hui puisque ça a commencé à disparaître. Dans la canne, rien ne se perd. Rien ne se perd, voilà. Tout s'utilise. Exactement. Donc juste pour un dernier petit point quand même sur la canne, c'est qu'on travaille avec des cannes hybrides aujourd'hui, parce que la canne d'origine a quasi disparu, donc on est sur des cannes qui n'attrapent pas de maladie, donc on ne traite pas les champs de canne aujourd'hui. Donc vous êtes sur un produit aujourd'hui considéré comme bio. Comme bio, ouais, voilà. Voilà. Sans revendication finalement, mais... Sans revendication, hein, puisque c'est toujours compliqué avec ces labels bio, voilà, donc en général, bon, ils se prennent pas la tête à ce niveau-là. Donc après avoir récupéré ce fameux jus qu'on appelle le vezou, voilà. Ce vezou, on va le passer en cuve de fermentation avec une adjonction de levure. Donc l'adjonction de levure se fait toujours avec des levures naturelles, pas de levure chimique. C'est pas ça qui va apporter spécialement certains arômes en tout cas effectivement, et c'est pour développer effectivement certains arômes qu'on veut avoir. Donc levure chimique, catégorie Saccharomyces pour les rhums agricoles. Exemple, levure de boulanger. D'accord, tout simple. Voilà. Voilà. Donc chacun a sa propre type de levure. Ça c'est le petit secret de chaque distillerie. C'est complètement logique. Donc on va avoir en gros 24-72 heures de fermentation, assez rapide, je peux le comprendre. Mais bon, on est dans des endroits un peu chauds ici. Ouais, donc, tout va plus vite, c'est vrai que voilà, tout va plus vite. On pourra en parler après, même le vieillissement est beaucoup plus rapide que exactement. Sur le continent. Ouais, tout à fait, oui. Et il ne faut pas oublier que nous n'avons qu'à peu près 6 mois pour fabriquer nos rhums. Est-ce que c'est la coupe c'est de février à juin? Voilà. C'est ça? Voilà. Ça peut déborder, puisque l'AOC aujourd'hui autorise jusqu'à septembre. Mais sans votre couper, tu parles de l'AOC, Martinique est la seule île à aujourd'hui, enfin le seul endroit dans nos départements français à avoir une appellation d'origine contrôlée. Ils ont eu en 96, exactement. Donc qui réglemente aujourd'hui la fabrication des rhums en Martinique. La Guadeloupe c'est un peu différent, ils ont un IGP qui se cale un peu avec l'AOC mais un peu différent. Donc ça c'est très important. Donc une fois qu'on a récupéré, qu'on a fait cette fermentation,
on va avoir un vin de canne qui va titrer en gros à 4 en volume d'alcool qu'on va pouvoir distiller. La distillation se fait uniquement ce qu'on appelle en continu en Martinique, puisqu'on n'utilise pas l'alambic, c'est-à-dire la double distillation comme les Écossais, cognac, armagnac ou autres types évidemment de rhum aussi. Donc là c'est des colonnes. Voilà, donc c'est ce qu'on appelle nous la distillation continue. Donc colonne, ça fait à peu près en gros 10 mètres d'eau, c'est cylindrique. Vous allez avoir à l'intérieur de cette colonne des plateaux qui vont être perforés, soit avec des cloches, soit des clapets, soit des trous, tout simplement. Notre vin de canne, on va le faire chauffer en haut de cette colonne dans une chauffe-vin. Il va descendre en dessous des plateaux de concentration, puisqu'on a à peu près 24-29 plateaux dans une colonne. Plateau de concentration en haut, plateau d'épuisement en bas. Donc par gravité, ce vin de canne en chauffant va bouillonner et va descendre de plateau en plateau. Et notre vapeur, on va la balancer par le bas, 100 degrés en température en bas. En gros 60 degrés en température en haut de cette colonne. Et plus elle va grimper, elle va se charger en arôme et aussi en volume d'alcool. Donc sur une colonne, on peut atteindre 96 en volume d'alcool, au maximum de la colonne. Mais la réglementation de l'AOC, aujourd'hui en Martinique, a décrété que les colonnes, on peut avoir un distillat qui titre entre 65 et 75 en volume d'alcool. Ni plus ni moins. Parce que j'ai vu en moyenne, on était à 70-72 degrés. Voilà, en général, ils jouent là-dessus, 72, 70, soit parfois 73, mais alors c'est ce qu'on appelle le fameux cœur de chauffe. Quand on voit ces choses sur les bouteilles où il y a marqué cœur de chauffe, c'est justement cet ester-là qui va titrer en gros à 70-75. Tout ce qui est en dessous en volume d'alcool et au-dessus, quand on parle d'alambic, c'est en fait ces fameuses têtes et queues. Oui. Donc en dessous, c'est ce qu'on appelle le méthanol. Voilà. Et après les queues, donc c'est alcool lourd. Donc ça, c'est pas bon aussi. Pas, oui. Donc du coup, on va prendre ce fameux cœur. Donc nous, on n'a pas cette notion de tête et de queue. Ça, c'est cet avantage de cette distillation continue. Donc ça, c'est très très important. Il faut savoir qu'aussi les colonnes aujourd'hui, donc en Martinique, donc il y a des colonnes 100% cuivre. Il y a des colonnes en inox, mais le haut, obligation d'avoir tout le haut de la colonne en cuivre. 100% plateau ainsi que le cylindre. Donc ça c'est très important. Toutes les colonnes aujourd'hui en Martinique sont classifiées dans l'AOC. Donc il n'y a pas une seule colonne qui se ressemble aujourd'hui en Martinique. Quelles que soient les distilleries, même s'ils en ont 5, il n'y a pas une qui se ressemble. Donc qui va donner effectivement des distillats différents, donc des arômes différents pour chaque colonne. Okay. Voilà. Donc ça c'est très très important à le comprendre. Donc ce fameux distillat, la première catégorie de rhum qu'on va faire, c'est notre fameux rhum blanc. Rhum blanc qui est en gros 70% de la production pour une distillerie aujourd'hui, puisque forte demande locale, forte demande extérieure. Donc pour faire du rhum blanc, ce distillat, on va d'abord le laisser reposer, donc maturer ce qu'on appelle, pendant 6 semaines obligatoires. Ce qui permet que les esters volatiles s'en aillent. Ce sont les fameux méthanol ou les esters à l'époque on disait ça rendait fou, etc. Donc ce repos est nécessaire, 6 semaines minimum. Et après on va réduire ce volume d'alcool avec de l'eau pure osmosée ou distillée. Ouais, de l'eau neutre. Quoi. Voilà, de l'eau neutre. Et on va faire cette réduction lentement pour ne pas casser nos molécules. Ça c'est très très important la réduction. Donc on va mettre un tout petit peu d'eau, on va brasser, on va attendre et ainsi de suite. C'est d'ailleurs la grosse différence par rapport aux rhums que vous pouvez trouver en grande distribution qui sont faits assez rapidement. C'est justement ça, donc en fait ils rajoutent de l'eau très rapidement pour avoir un produit fini très rapide, moins onéreux également. Ouais. Et du coup ils n'ont pas du tout les mêmes aromatiques. Complètement. Le fait, et c'est très important, c'est de rajouter l'eau tout doucement sur plusieurs mois. Il y en a qui le font jusqu'à 6 mois, j'ai vu. 6 mois et ceux qui ont poussé le bouchon entre guillemets très loin, c'est effectivement HSE avec leur fameux millésime où il y a une réduction au minimum sur 2 ans, tous les mois. Donc ça c'est très très important. Donc ces rhums qui sont effectivement réduits rapidement, on va voir souvent quand on va sentir le rhum, ça sent l'éthanol, l'alcool. Et on n'aura pas ces arômes de canne qu'on peut avoir, ce côté herbacé, floral, etc. Donc ça c'est très très important à savoir. Tous les rhums blancs aujourd'hui, même ce qu'on retrouve en grande distribution, vont avoir des réductions assez lentes quand même. Alors, moins lentes qu'un rhum premium blanc, ce qu'on va retrouver dans ta cave par exemple. Donc ça aussi c'est très important à comprendre. Deuxième catégorie de rhum qu'on va faire, au niveau de la Martinique comme en Guadeloupe, c'est le fameux rhum paille. Le rhum paille c'est une notion de vieillissement. 12 à 18 mois de vieillissement dans des foudres en chêne. Les foudres en chêne ce sont des gros contenants en bois de 28 000 litres.
en gros. Ça. La dénomination paille a été déposée par Saint James. Donc les autres appellent ça élevé sous bois, ESB. Okay. Troisième catégorie de rhum, le rhum ambré. Parce que les gens confondent la couleur et la catégorie. Rhum ambré, 18-24 mois de vieillissement dans des foudres en chêne. C'est ce qu'on appelle un rhum ambré. Ça. Qui font au maximum 650 litres. Voilà, exactement. Et la catégorie est un peu plus élevée, ça va être le fameux rhum vieux. Donc la notion de rhum vieux, c'est 3 ans minimum de vieillissement dans des fûts. Des fûts qui peuvent aller de 55 à 650 litres maximum en contenance. Et le fait d'avoir des petits contenants fait qu'il y a un meilleur rapport en bois finalement. Bois, alcool, donc ça va accélérer encore plus le vieillissement, la teinte évidemment. Donc il faut savoir que 3 ans, effectivement en métropole pour nous 3 ans on va se dire bon ça va, c'est un rhum jeune, mais on a un gros avantage, c'est l'accélération du vieillissement. Un rhum en général, hein, là je parle en global, va vieillir en gros 3 fois plus vite que n'importe quel spiritueux. Les températures, enfin je le vois, on y était ces jours passés, il fait quasi 30 degrés dans les chais, donc ça accélère le vieillissement. Hein, exactement. Clairement. Donc un rhum vieux de 3 ans équivaut à 9 ans dans le monde du whisky, cognac, armagnac, et ainsi de suite. Mais nous, notre contrepartie, c'est la part des anges. Évaporation naturelle dans un fût. Donc on va perdre en gros de 6 à 10% global, hein, dans le monde du rhum, là je parle globalement, par an. Alors, juste pour que vous compreniez, enfin que les gens comprennent, en tout cas, sur 100 fûts remplis, au bout de 12 ans, il va m'en rester environ 34 fûts. Donc c'est pour cette raison que dans le monde du rhum aujourd'hui, on sait très bien qu'il y a une forte demande, on nous dit bien pourquoi vous ne faites pas plus de 15 ans, de 20 ans de vieillissement, de 30 ans, de 40 ans. Ça sert à rien. Ça sert à rien puisque la perte est tellement énorme ou sinon il nous faudrait un chai kilométrique. À titre de comparaison d'ailleurs, tu dis donc 8 à 10% par an, le cognac c'est 3% si je ne me trompe pas, le whisky c'est 1,5%. 1,5%.